Alors nous passons quelques décennies et nous entrons dans une nouvelle salle qui s'appelle la salle Stupa ou la salle des alliances. Alors nous avons parlé de la paix perpétuelle de 1516, après laquelle les Suisses vont vraiment rentrer au service de France et y rester fidèles en tout cas jusqu'à la Révolution française de 1789. Alors dans la première vitrine, nous voyons un de ces grands officiers suisses qui a servi la France pendant les guerres de religion. C'est Louis Pfiffer d'Altishofen, un Lucernois qui a sauvé la famille royale, Charles IX et toute sa famille, la reine Catherine de Médicis, lors du siège de Meaux. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, notre roi Charles IX, un peu inconscient, a décidé de quitter Paris et de partir à la chasse au nord de la capitale. Et la France est en plein dans les guerres de religion, et dans les belles forêts giboyeuses, eh bien, vers la ville de Meaux, tout à coup, le roi et toute sa famille vont être encerclés par les forces huguenotes de Condé et de Coligny qui veulent s'emparer du roi pour lui imposer la réforme, tout simplement. Le roi réussit à échapper et à s'enfermer dans la ville de Meaux. Il va faire appel, il va envoyer une estafette à Paris pour appeler au secours Louis Pfiffer d'Altishofen qui se trouve là dans la capitale avec 6000 piquiers suisses. Ces hommes vont faire le chemin, ces 60 km entre Paris et Meaux en l'espace d'une nuit et vont arriver, on va rentrer dans la ville de Meaux et on voit très bien sur les 4 gravures qui sont en dessous du portrait de Pfiffer, l'arrivée de Pfiffer. Pfiffer va réussir à convaincre la famille royale de sortir de la ville. Lui va ouvrir son carré de 6000 hommes. On va faire pénétrer la famille royale au centre de ce carré. On va refermer le hérisson, cette tortue imprenable de 6000 pics, et on va traverser les armées huguenotes et ramener la famille royale à Paris. C'est de ce moment que le roi et tous les autres rois vont appeler les Suisses mes bons compères les Suisses, qui m'ont sauvé la vie, qui était en très grand branle. Voilà, ça c'est l'histoire de Pfiffer. Ensuite, on passe encore quelques décennies et nous avons ici un magnifique portrait du cardinal Mazarin. Qu'est-ce que vient faire Mazarin dans l'histoire des Suisses? Eh bien, jusqu'à ce moment-là, nous arrivons dans la guerre de 30 ans, 1618-1648. La Suisse n'est pas concernée par la guerre de 30 ans, à part la guerre des Grisons avec Jörg Jenatsch, où les Français vont venir un petit peu lui donner un coup de main pour échapper à l'emprise des Espagnols qui ont conquis la Valteline. Mais à la fin de la guerre de 30 ans, c'est le royaume de France qui l'emporte sur le Saint-Empire romain germanique, et le cardinal Mazarin va réussir, lors de la signature de la paix de Westphalie, à faire reconnaître au Saint-Empire romain germanique la reconnaissance absolue de l'indépendance de la Confédération suisse, qui jusqu'alors n'est pas reconnue par le Saint-Empire. Les Habsbourg n'acceptent toujours pas cette souveraineté des Suisses. Ils considèrent ce pays comme étant encore le leur. Alors, tout en bas du traité de paix, l'article 61, l'empereur est bien obligé de signer, il va reconnaître une quasi-indépendance de la Confédération suisse. Il faudra attendre le traité de Lunéville de 1801 pour que Bonaparte, qui a vaincu les Autrichiens au nord de l'Italie, dans la seconde campagne d'Italie, et il va à ce moment-là, il va obliger l'empereur d'Autriche de reconnaître l'indépendance absolue et définitive de la Confédération helvétique. 1801, on était en 1291 tout à l'heure. Vous voyez qu'il en a fallu des siècles pour arriver à cette reconnaissance internationale, pour ainsi dire. Alors merci, monsieur Mazarin. Voilà. J'ai oublié de parler d'Henri IV. Non, mais ce n'est pas tout à fait ça, dans le sens où Henri IV apparaît dans notre histoire parce que c'est une des... Vous savez qu'à chaque changement de reine, on renouvelait l'alliance des Suisses avec le royaume de France. Et en 1602, Henri IV va renouveler solennellement cette alliance des Suisses. Alors ça a été une très longue négociation parce que les Suisses se montrent,
très difficile. Ils exigent toujours plus de choses, plus de droits. Dans ces alliances militaires, il n'y a pas que les Suisses qui vont mettre des soldats au service de la France. On a une contrepartie. Et la grande contrepartie, c'est d'abord la fourniture de sel et de céréales à bas prix, chose dont nous manquons totalement. La liberté de commerce dans le royaume, sans payer de taxes. Le droit de s'y établir et d'y résider définitivement après le service, de marier une Française. Et puis, après la révocation de l'édit de Nantes de Louis XIV, le droit pour les réformés de pratiquer leur culte en France. Alors que pour les résidents français, pour les Français, c'est absolument interdit. Alors on a une très belle anecdote sur ce renouvellement de l'alliance entre Henri IV et les Suisses. C'est Alexandre Dumas qui nous le raconte dans ses impressions de voyage en Suisse, où il nous raconte que l'ambassadeur qui est chargé de renouveler, de faire signer cette alliance à Berne et à Fribourg, M. de Bassompierre, se trouve là à Berne, et là, les Suisses ont signé, etc. Bassompierre va quitter, va rentrer en France, et au moment de sortir de la ville de Berne, il passe le pont sur l'Ar, et de l'autre côté du pont, il y a une auberge, et là, il voit 13 messieurs tout en noir, etc., qui sont là pour l'accueillir et le remercier. Et ces messieurs tiennent chacun une chope de vin dans la main, et ils lèvent leur chope à la santé du roi et de monsieur de Bassompierre, etc. Alors Bassompierre, qui est tout étonné de voir ça, dit comment je vais pouvoir faire pour les remercier. Alors il appelle son domestique et lui dit enlevez-moi ma botte, et il fait remplir sa botte de vin et il lève la botte à la santé des Suisses. Voilà, c'est une jolie anecdote racontée par Alexandre Dumas. Voilà. Alors maintenant, la toute grande alliance, ça c'est l'alliance principale, c'est l'alliance avec Louis XIV en 1663. Alors, très beau bassin d'argent qui représente ce renouvellement d'alliance. Ce bassin d'argent est tiré de la très grande tapisserie qu'on peut voir à l'ambassade de Suisse à Paris. Une tapisserie qui fait presque 10 mètres de long sur 4 mètres d'auteur, qui représente l'ensemble de ce renouvellement et toute la cour, soit à Notre-Dame de Paris, soit à Versailles. Et là, on voit le roi, c'est amusant de regarder ça, parce qu'on voit le roi et toute sa cour, ils sont habillés vraiment à la mode de Louis XIV, avec des dentelles, des perruques, etc. Et on voit les députés des 13 cantons suisses encore habillés à la mode d'Henri IV. Ils sont restés très en arrière, etc. Alors, une petite anecdote encore, c'est qu'ils écrivent beaucoup, parce que le renouvellement de l'alliance, la signature, va durer plus de 4 mois à Paris. Il y a des fêtes, des discussions, etc., des banquets et tout. Et on a les lettres de ces députés qui écrivent à leur famille en Suisse, et une de ces lettres nous dit que Versailles, ces châteaux en France, qu'est-ce qu'on y mange bien, et qu'est-ce qu'on y boit bien, mais dans les châteaux, qu'est-ce que ça sent mauvais. Jolie anecdote, hein. Voilà. Alors voilà, c'était toute grande renouvellement d'alliance où les Suisses vont vraiment dire on va mettre plusieurs régiments, non pas seulement 1, 2, 3, non, 12 régiments permanents au service de la France. Ça veut dire qu'on va avoir plus de 25 000 soldats en permanence au service du roi. Et alors encore beaucoup plus, suivant les temps de la guerre. Et on aboutira à une de ces très grandes batailles, parce que comme on a dit tout à l'heure au début, les Suisses vont mettre, j'ai dit, on ne met pas tous nos œufs dans le même panier. On a mis des soldats au service de la France, on en a mis au service des nations étrangères, qui sont souvent ennemis de la France. Eh bien, c'est ce qui va se passer. Malheureusement, à plusieurs moments, ces soldats vont se battre les uns contre les autres, Suisse contre Suisse. Et c'est l'exemple de la bataille de Malplaquet au mois de septembre 1709, pendant la guerre de succession d'Espagne, une très longue guerre qui commence en 1701 et qui se finit en 1713. Ça va être épouvantable, cette guerre qui va ruiner le royaume de France. Et l'année 1709 est particulière parce que c'est l'année la plus froide de tous ces siècles. C'est la fameuse anecdote où on dit que même le vin gelait dans les verres à Versailles. La Seine est complètement gelée, le royaume est ruiné, on n'a plus à manger, plus rien du tout. Le roi va vendre toute sa vaisselle d'argent. Et ça, c'est pas n'importe quoi, c'est pas des couteaux et des fourchettes, hein. C'est l'ensemble des statues, ce qu'on appelle la vaisselle, hein, le mobilier d'argent, pour
acheter de la nourriture pour ses soldats. Il va faire appel au peuple dans un grand discours qui va être lu dans toutes les églises le dimanche pour demander au peuple de donner et de s'engager à son service. Et cette bataille de Malplaquet va être plus ou moins gagnée par la France. Elle n'est pas perdue ni gagnée, mais enfin on s'en sort relativement bien et ça va donner un coup de fouet aux armées royales et aux régiments suisses qui vont après permettre au roi enfin de s'en sortir en 1713. Alors dans cette bataille, eh bien, il y a plusieurs régiments suisses qui sont du côté français et du côté des ennemis de la France, les Anglais, les Hollandais et les impériaux. Et curieusement, eh bien, ce sont deux grands officiers suisses qui commandent les régiments suisses au service de la France. C'est Jean-Rodolphe de May au service de France et Gabriel de May au service de Hollande qui vont commander les régiments suisses. Et au milieu du champ de bataille, il y a une rivière comme toujours, et de chaque côté on a nos régiments suisses. Les régiments au service de la France vont s'arrêter en voyant leurs collègues en face, là, ils sont souvent cousins d'ailleurs. Parce que normalement, dans les capitulations, donc alliances militaires, il est spécifié que sur un champ de bataille, les Suisses ne doivent pas se battre les uns contre les autres. Si le cas se présente, ils doivent se retirer du champ de bataille. Mais généralement, ils ne le font pas, parce que comme j'ai dit, ils sont fidèles à leur serment. Alors là, le commandant français va dire « Messieurs les Suisses, est votre serment ?» Alors on se lève et on traverse la rivière et on se rentre dedans et on va laisser plusieurs milliers de morts. Voilà, c'est l'exemple. Il faudra attendre encore presque 150 ans pour arriver enfin à ce que tout cela s'arrête en 1847. De l'autre côté, toujours pour illustrer ce temps de Louis XIV, nous avons le portrait, le tableau qui représente un grand officier suisse au service de la France, c'est Giovanni Pietro Stupa, que nous voyons dans un tableau qui est lui-même dans le tableau. Pourquoi? Parce que ce monsieur est devenu tellement important qu'il n'est jamais dans sa famille, il est toujours à la guerre, puisque sous le règne de Louis XIV, qui a duré plus de 70 ans, il y a plus de 35 années de guerre. Et que ce monsieur va devenir le commandant de toutes les troupes suisses au service de la France. Alors c'est amusant parce que c'est un monsieur qui vient de Chiavenna, dans les Grisons. Son oncle, il est né en 1617, son oncle est déjà au service de la France, et un jour, l'oncle écrit une lettre au père de Giovanni: si tu as des enfants dont tu ne sais pas quoi faire, tu peux me les envoyer, le roi a besoin de soldats. Alors le petit Giovanni va partir à l'âge de 13 ans, à pied depuis Chiavenna, il va se rendre à Paris, et il va, de cadet, il va franchir tous les échelons militaires jusqu'à devenir colonel général des Suisses et Grisons. Naturellement, pour arriver à un tel degré militaire, il a dû se convertir au catholicisme, c'est obligatoire sous Louis XIV, et on le voit là, en majesté, avec toute sa famille. Il a épousé une grande princesse française, Madame de Gondi, qui se trouve être la lectrice de Madame de Montespan, la maîtresse du roi. Et quand Madame de Montespan va tomber et que le roi va épouser morganatiquement Madame de Maintenon, Madame de Gondi va rebondir et va devenir la lectrice de Madame de Maintenon. Grâce à cela, eh ben, on peut tout obtenir. Tout ce qu'on demande au roi, on l'obtient. Et ça va permettre à Giovanni Pietro Stupa d'engranger une très grande fortune et de se construire le magnifique château de Château-Thierry au nord de Paris. Autre anecdote au sujet de ce monsieur, très importante parce que ça montre les relations entre Suisses et Français qui étaient souvent tiraillées. Un jour, Giovanni Pietro, en tant que commandant en chef des troupes, se trouve au conseil du roi et en face de lui, il y a M. Louvois, le ministre de la guerre. Et le roi dit à M. Louvois, « Monsieur Louvois, j'ai besoin de plus de soldats, engagés des Suisses pour mon service. » Louvois se dresse, « Oui, Majesté, mais vous savez combien nous coûtent ces Suisses ?» Parce qu'on ne le dit pas toujours, mais les Suisses étaient payés pratiquement 2 fois plus que les soldats français. Parce qu'on les mettait en premier.
tout en avant sur le champ de bataille, donc il fallait qu'il soit fidèle et ça, bon, pas qu'il fuit comme beaucoup d'autres soldats qui désertaient. Vous savez combien nous coûtent ces soldats. Avec ce qu'ils nous ont coûté jusqu'à maintenant, on pourrait paver une route qui irait de Paris à Bâle. Stupeur de Stupa qui se dresse. Oui, monseigneur. Mais Majesté se tourne vers le roi. Majesté. Avec tous le sang que ceux de ma nation ont versé pour vous et pour vos aïeux, on en remplirait un canal qui irait de Bâle à Paris. Puisque les Suisses ont laissé sur le 1 million de soldats qu'ont servi la France, plus de 300 000 morts.